Ok, on y va? Vous êtes prêts? Ça vous va? C'est bon, c'est bon. Allons-y. Let's go. Ok. On n'est pas mis. Ok, l'enregistrement est lancé, donc on va pouvoir commencer. Alors, bienvenue à tous. Donc, pour cet épisode du Paris Machine Learning, aujourd'hui, nous allons parler donc de Lucie 7B. Nous recevons pour cela deux personnes de l'Inagora, Jean-Pierre Leray, qui est directeur de recherche, et ainsi que Olivier Gouvert, qui est ingénieur de recherche à l'Inagora. Voilà le déroulé de cette réunion. Donc aujourd'hui, il va s'agir donc d'un retour d'expérience sur l'entraînement et les défis d'un LLM open source. Nous allons présenter le modèle Lucie 7B, son entraînement et son architecture. Nous ferons ensuite un focus sur les données multilingues ainsi que les efforts qui ont conduit à réduire les biais anglo-centriques. Ils nous en diront plus dans quelques instants. Et on prendra peut-être le temps aussi de parler des attaques qui ont conduit à la désactivation de ce LLM ainsi que les enseignements qu'il y a à en tirer. Voilà. Et ensuite, on ouvrira, comme d'habitude, peut-être la discussion sur des choses un petit peu plus vastes qui concernent l'aspect open source des LLM, ainsi que ce genre d'autres problématiques. Voilà, je ne prends pas plus de temps, donc c'est à vous, je vous donne la parole. Ok, très bien. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Super, merci. Donc, bienvenue à tous. Donc, nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir l'opportunité de présenter donc, les travaux que nous avons réalisés autour de l'entraînement de modèle Lucie 7B. Donc, comme dit précédemment, donc on ne va pas s'y étendre à nouveau. Donc, je suis Jean-Pierre Leray, je suis avec Olivier Gouvert et nous travaillons tous les deux donc, chez l'Inagora. Donc, quelques mots du contexte. Alors, en fait, on va faire cette présentation à deux voix, Olivier et moi. Moi, je vais présenter le contexte, revenir un peu sur les ambitions de notre projet qu'on a donc décidé de développer ce modèle. On reviendra un petit peu sur nos mésaventures, on va dire. Et puis ensuite, on s'attardera sur l'entraînement du modèle, sur un focus sur nos données, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais tout d'abord, bon, quelques mots concernant l'Inagora. Donc, je serai bref sur ce sujet, mais simplement pour vous indiquer que l'Inagora, donc, c'est ah oui, par ailleurs, j'ai oublié de préciser que nos planches sont en anglais. On s'en excuse, mais la présentation sera en français. Donc, revenons à l'Inagora. L'Inagora, donc, c'est une PME française qui date d'à peu près 25 ans. Donc, on fête même les 25 ans cette année. Et
Et donc, cette entreprise est basée sur un modèle économique original, car chez Linagora, donc on ne travaille qu'autour de technologies open source et on va déployer différents métiers autour de l'open source. Bon, l'objectif aujourd'hui n'est pas de vous décrire nos différents métiers, mais plutôt donc de préciser les activités donc de notre équipe. Donc pour ma part, donc je pilote l'équipe de recherche de l'Inagora, qui compte une quinzaine de chercheurs, et on travaille donc sur différents sujets. Et notamment, on travaille sur tout ce qui est reconnaissance automatique de la parole et traitement du langage naturel. Et on développe donc une plateforme qui s'appelle Linto, et qui est donc un ensemble d'outils qui vont permettre de faire de la transcription de la parole, et puis de l'édition et de l'extraction d'informations sémantiques à partir de ces données textuelles transcrites. Donc c'est une solution qui s'appelle Linto Studio, qui est bien sûr open source, comme toutes les technologies que l'Inagora propose, que vous pouvez donc télécharger. On a un cas d'usage un petit peu privilégié, pour lequel on travaille beaucoup avec la Commission européenne, qui concerne tout ce qui a à voir avec donc la récupération des signaux vocaux dans les salles de réunion de la Commission européenne, leur transcription, et ensuite eh bien, la génération du résumé automatique de ces réunions. Et ayant posé ce contexte produit, donc de cette offre produit, on comprend pourquoi nous nous sommes intéressés il y a déjà quelques années à tout ce qui concerne les modèles transformeurs, puis génératifs, etc. C'est autour donc de cette problématique de générer donc, du résumé de réunion une technologie où les LLM apportent beaucoup. Donc on avait identifié cet apport il y a quelques années, puis je vais rappeler tout à l'heure l'historique, mais on a décidé donc l'an dernier de lancer la communauté donc OpenLLM Europe, qui s'appelait d'abord OpenLLM France et qui après s'est appelé OpenLLM Europe, et qui regroupe donc aussi bien des individus que des industriels qui s'intéressent donc aux problématiques associées à l'IA et au LLM dans le domaine de l'open source. Donc si on regarde un petit peu plus en détail cette communauté, elle rassemble maintenant autour de technologies collaboratives que vous voyez ici. Donc plus de 1100 membres sont inscrits sur le Discord de la communauté. On a donc un certain nombre de gens qui travaillent avec nous donc sur Hugging Face, où nous publions nos modèles, et sur GitHub, où nous publions donc en open source les codes qui nous servent et à manipuler les données et à effectuer les entraînements. Donc on a donné ici un petit lien pour, si vous voulez, vous inscrire, mais bon, à la fin, on a un QR code, et puis on partagera de toute manière ces planches avec l'ensemble des participants. Alors, un retour sur l'historique du projet donc OpenLLM France. Donc, en juin 2023, oui, c'est 2023, c'est pas 2024. En juin 2023, on a créé donc la communauté OpenLLM,
donc en vue de rassembler des gens qui voudraient travailler avec nous sur ces sujets. On a rencontré assez rapidement un fort intérêt de la communauté. Et pour démarrer, eh bien, on a d'abord travaillé sur un modèle qui s'appelle Claire 7B, qui est très orienté, hein, puisqu'il est toujours disponible, très orienté sur la compréhension et l'analyse de données conversationnelles, avec en tête bien nos données qui proviennent des réunions. Pour développer donc ce modèle CLAIRE-7B, qui n'est pas un modèle from scratch, hein, on a fait un continual pré-training de Falcon 7B. Et donc, on a réalisé ce modèle. Donc ensuite, on a donc avec un certain nombre de membres de la communauté soumis donc un projet pour avoir un financement auprès de BPI. C'était l'appel à projet donc sur les communs numériques. Et dans la foulée de cette réponse, hein, pour laquelle on n'avait pas d'informations concernant le fait que notre projet était retenu ou pas, on a lancé donc les premières étapes de conception du modèle Lucie. Donc, on s'est intéressé d'abord à rassembler un dataset avec évidemment cette préoccupation que nous avions dès le départ et sur lequel on reviendra en détail après, de rassembler un dataset ouvert, exempt de tout souci en termes de propriété intellectuelle, et que nous pourrions ensuite redistribuer avec le modèle. Donc ça nous a pris pas mal de temps de rassembler ce dataset, et de le nettoyer. Et donc, on a lancé au mois d'août le pre-training de notre modèle en utilisant le supercalculateur Jean-Zay. Bon, je passe les détails sur lesquels on va revenir après, d'étapes d'étendue du contexte et puis d'amélioration du modèle pour donc faire un tout premier modèle Instruct. Et donc en janvier 2025, on a donc réalisé le modèle Lucie7B sur Hugging Face et sur GitHub. Donc un modèle fondation avec deux modèles Instruct très préliminaires. Et donc on a décidé au mois de janvier d'organiser un grand événement pour lancer ce modèle. Donc cet événement donc qui s'appelait le Paris Open Source AI Summit, qui a connu un bon succès. On l'a organisé donc à Paris dans des locaux proches de l'Académie des sciences, et pour donc pouvoir montrer et faciliter donc la démonstration de notre modèle aux gens qui voulaient commencer à le tester. Eh bien, on a développé une application d'IA qui s'est appelée Lucie.chat, et pour lequel on a connu quelques mésaventures. Donc, pourquoi on a connu ces mésaventures? Eh bien, comme je le disais précédemment, on avait donc produit un modèle fondation avec un tout premier instruct qui n'était pas aligné.
Mais cependant, beaucoup de gens se sont intéressés extrêmement rapidement à vouloir tester ce modèle. Comme par ailleurs, notre projet de recherche qui n'était pas commencé, mais qui avait été sélectionné entre-temps, adressait un cas d'usage qui concerne donc le monde de l'éducation. Il y a eu un mélange. Euh, Certaines personnes ont cru croire, et le ministère de l'Éducation a publié donc le fameux tweet qui a lancé un peu toute la chose en disant que eh bien, le modèle Lucie 7B avait vu le jour. Et dans le tweet, il est bien dit que ce modèle, dans le futur, sera adapté. Mais ça n'était sans doute pas dit de manière assez claire. Et soudainement, beaucoup de gens se sont mis à vouloir attester, beaucoup de gens plus ou moins bien intentionnés se sont mis à tester donc l'appli Lucie.chat. Et comme bien entendu le modèle n'était pas aligné, eh bien, même si on avait mis en place quelques garde-fous, bien très rapidement, le modèle s'est mis à dérailler. Donc, on est obligé de l'arrêter assez rapidement suite à donc, ce mauvais. Enfin, tous ces mauvais retours. Bon, les retours, malheureusement, n'ont pas été que. On a été pris dans une espèce de conjonction de planètes assez défavorable, puisque l'événement avait lieu quelques semaines avant donc, le summit IA organisé par la présidence de la République. En même temps, la même semaine, la Chine a sorti donc le modèle DeepSeek. Donc, on a eu le droit donc, à tout un. Enfin, il y a un volet politique qui s'est mis en place. Donc, on a eu le droit des titres dans CNN, The Times, and so on. Il y a même des gens qui ont créé une crypto aux États-Unis. Enfin bref, on a évité de peu le tweet malencontreux d'Elon Musk, mais sinon, on a eu le droit quand même à tout en termes de retour un peu difficile. Donc là, euh, on va vous expliquer maintenant ce qu'on voulait faire et puis comment on l'a fait, pourquoi on est relativement fiers de ce qu'on a fait. On vous expliquera à la fin ce qu'on compte faire de l'application Lucie.chat dans le futur, c'est-à-dire revenir en fait à ce pourquoi elle avait été faite initialement, c'est-à-dire essentiellement une plateforme de test pour recueillir du retour de nos futurs utilisateurs et pour pouvoir effectivement réaliser ensuite l'alignement de notre modèle. Bon, donc ceci étant dit, je pense qu'on peut clôturer là, et puis on verra ensuite s'il y a des questions concernant donc cet épisode de pas de buzz associé à une erreur de communication de notre part. Et pour revenir donc aux motivations initiales, donc une des motivations initiales, donc il y en a trois principales. La première, donc, c'était de travailler sur la représentation culturelle donc des cultures européennes et notamment de la culture française, qui, donc, à notre avis, sont très peu pris en compte par les modèles de type LLM présents sur le marché, surtout ceux qui viennent donc d'Amérique du Nord. Et donc, bon, ici, on a des données qui sont un petit peu anciennes sur Llama V2, mais
sur Lama 2, mais sur Lama 3, ça n'a pas beaucoup changé, qui vous donne un petit peu la proportion de données en langue française et en langue allemande et dans les autres langues européennes qui ont été utilisées pour entraîner le modèle, le modèle Lama. Donc on voit que, eh bien, on est sur du 0,17%, donc sur des quantités très, très faibles, sachant hein, bien entendu que la langue est représente un aspect purement linguistique, mais elle véhicule aussi hein, des valeurs culturelles. Elle véhicule notre histoire, notre politique, elle véhicule des dimensions artistiques, religieuses, et même, concernant la cuisine, en ce qui concerne la France, c'est particulièrement prégnant. Et donc, cette prise en compte de cette dimension culturelle, pour nous, était important. Et ensuite, la seconde dimension, eh bien, l'Inagora, comme je vous le disais tout à l'heure, est un acteur historique de l'open source. Pour nous, l'open source, c'est un modèle économique, mais c'est aussi une philosophie. Et donc, on a travaillé hein, donc, en collaboration avec l'Open Source Initiative à la définition de qu'est-ce qu'une IA open source. Donc vous avez sans doute maintenant entendu parler donc, de cette définition qui est sortie il y a maintenant 3 mois, qui a été donc portée par l'OSI, qui est l'organisme qui a défini il y a une vingtaine d'années qu'est-ce que c'était que le logiciel open source. Donc, et cette définition, elle s'appuie sur les 4 grandes libertés hein, qu'on doit retrouver si on veut parler d'open source. Donc, la liberté d'utiliser une technologie, la liberté de pouvoir l'étudier, et l'étudier à fond, la liberté de pouvoir la modifier. Et quand on dit modifier, on veut aussi dire de pouvoir la reproduire. Et la liberté de pouvoir la partager sans aucune contrainte. Et ça, eh bien, le fait de se positionner par rapport à ces 4 libertés, eh bien, ça impose un certain nombre de contraintes sur le modèle que l'on désire produire. Donc, la première contrainte, c'est de produire donc les poids du modèle et les paramètres et les hyperparamètres qui ont donc permis de développer ce modèle sous une licence sans aucune restriction. Donc ça, c'est, je dirais, la première condition. La deuxième condition, c'est de produire le code sous une licence open source, le code qui a servi à améliorer les données et à entraîner le code qui a servi à entraîner le modèle. Et la dernière condition, qui n'est pas la moindre, c'est de produire une liste complète des corpus de données qui ont été utilisés pour l'entraînement et également de partager l'ensemble de ces corpus quand c'est possible. Donc l'OSI, dans sa définition, donc, autorise le fait de prendre en compte le fait qu'on puisse pas tout le temps produire les jeux de données qui ont permis d'entraîner le modèle. Des exemples assez évidents concernent donc, par exemple, des modèles qui pourraient être utilisés dans des domaines médicaux, qui sont souvent entraînés sur des données qui sont des données personnelles, et donc pour lesquelles
on ne peut pas, évidemment, qu'on ne peut pas partager. Mais à ce moment-là, il faut produire suffisamment d'informations pour expliquer à quelqu'un du métier comment générer des données équivalentes, ce qui lui permettra ensuite de pouvoir comprendre, modifier et éventuellement redévelopper un modèle équivalent. Voilà, un autre axe qui pour nous est important concernant l'open source, c'est l'axe communautaire. Donc l'idée qu'en se mettant à plusieurs, donc en créant une communauté, eh bien on va pouvoir être aussi compétitif que nos grands compétiteurs des GAFAM, par exemple. Et c'est autour de cette stratégie, bien sûr, qu'on a créé donc, la communauté OpenLLM. La troisième motivation, donc, c'est une motivation autour du développement de modèles, de petits modèles. Donc, on est parti du constat qui est rapporté par pas mal de papiers, que des modèles petits mais spécialisés, eh bien, ils peuvent donc atteindre des performances comparables, voire meilleures, que celles de gros modèles un peu génériques sur des tâches bien précises. Donc, c'est un des éléments. Un deuxième élément, c'est un élément plus lié à l'empreinte écologique de ces modèles. Les petits modèles sont évidemment consomment moins de ressources pour l'entraînement, mais surtout pour l'inférence. Ils vont pouvoir être déployés beaucoup plus sur des environnements beaucoup moins gourmands que les gros modèles, même si ces derniers peuvent être open weight ou open source. Et par ailleurs, donc, on a aussi cette idée derrière le développement de petits modèles, c'est que bien, on va pouvoir les combiner avec d'autres modèles qui seraient des modèles génératifs ou pas, qui seraient des modèles d'IA utilisant différents types d'approches, donc une approche d'hybridation pour développer eh bien, des applications complexes. Et c'est ce qu'on voit en général, les grandes applications de chat que l'on voit en ligne actuellement, eh bien, combinent différents types de technologies. Donc, oui, juste quelques mots sur le projet OpenLLM, sur le projet OpenLLM France. Donc, il faut bien distinguer la communauté OpenLLM Europe et le projet OpenLLM France. Le projet OpenLLM France est un projet qui a été retenu donc, dans le cadre de l'appel à projet sur les communs numériques et géré par BPI France dans le cadre France 2030. Il vise au développement donc, de modèles de type LLM multimodaux, open source, avec donc un focus sur le domaine de l'éducation. Et dans le cadre de ce projet qui a commencé il y a un mois, et qui est donc pour lequel Lucie a vu le jour avant le démarrage de ce projet-là. Donc, et dans le cadre de ce projet, on va prendre en compte un certain nombre de valeurs qui sont citées ici, et les partenaires du projet sont listés. Donc, il s'agit de partenaires industriels tels que Oxy, Tolker, partenaires donc à la frontière entre le domaine industriel et académique, le CEA, ClassCode qui est une structure représentant donc le monde de l'éducation, et donc des organismes de recherche tels que l'IDRIS qui donc gère le superordinateur Jersey,
et puis des laboratoires tels que donc Paris 1 sur des aspects juridiques, euh, pardon, le lauréat sur les aspects développement de modèles et l'école polytechnique sur les aspects évaluation de modèles. Et donc, comme dit précédemment, eh bien, on a donc pu bénéficier, on espère bien pouvoir continuer à bénéficier donc, de l'usage du superordinateur Jean Zay. On avait remporté le Grand Challenge 2024, qui était donc organisé conjointement avec l'ouverture de la nouvelle partition achetant du Gensim. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons développé Lucie 7B. Donc, j'ai terminé donc sur la partie introductive, disons contextuelle, et je vais laisser la parole donc à Olivier, donc qui va lui donc vous donner tous les détails concernant Lucie 7B. Merci. Donc concernant Lucie 7B, donc pour l'entraînement de Lucie, avant tout, ce qu'il nous faut pour entraîner un LLM, ce sont des données. Donc, comme l'a dit Jean-Pierre, ça c'était un gros travail qui a été mené en amont pour l'entraînement de Lucie. Donc, collecter des données de diverses sources donc, et de diverses langues. Donc, c'est deux aspects importants. Donc, pour les langues, on s'est centré sur les 5 langues européennes. Donc, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Ainsi qu'une 6e langue, si je peux dire, qui serait le langage les langages de programmation, qui représente une partie significative des données. Donc, on a différents types de données. Donc, la majeure partie des données collectées pour ce Lucid Training Dataset sont des données web. On a aussi des données qui viennent de journaux. Je pense à Gallica Press, par exemple, donc, qui ont été des données provenant d'OCR, donc des journaux OCRisés, des données techniques, des livres, quand les droits d'auteur sont respectés, des données législatives, Wikipédia, des données de maths, donc ça on y reviendra un peu plus en détail dans la suite, et des données de dialogue, etc. Donc ici, vous avez la représentation un peu du nombre de données qu'on a pu collecter. Donc ça représente 2 trillions, 2,3 trillions de tokens, avec une large partie sur des données web, et le français qui est représenté majoritairement qui représente 40% de ce jeu de données. Comme l'a dit Jean-Pierre, ce jeu de données, il est accessible. Il est hébergé sur Hugging Face. Vous pouviez y accéder, le télécharger ou même télécharger des sous-parties de ce dataset si vous êtes intéressé par un sous-ensemble de datasets. Je vais faire un peu le focus sur le travail qu'on a mené sur le nettoyage, le filtrage des données web, parce qu'elle représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, 73% de notre jeu de données, donc c'est une grosse partie. Et donc on a eu 2 sources différentes pour ces données web. Toutes les 2 sont issues de Common Crawl, donc ce sont des
photos un peu de l'Internet à différentes dates. Donc, pour l'anglais, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles en termes de données, et en particulier pour les données web. On a utilisé FineWeb-Edu comme dataset. Donc, c'est un dataset qui a été développé par Hugging Face, qui a été nettoyé. Vous avez la pipeline présentée sur l'image à droite. En utilisant, donc quand vous avez des données web, il y a vous avez beaucoup de données. La contrepartie, je veux dire, c'est que vous avez à avoir toutes sortes de qualités de données, voire même des données toxiques, etc. Donc, quand vous avez ces grands jeux de données, le très gros effort à mener, c'est le nettoyage de ces données. Donc, pour citer quelques étapes, la première, c'est le filtrage d'URL, où vous allez enlever tous les URL qui proviennent des listes noires, donc des contenus pornographiques, par exemple. Et après, vous allez faire des étapes de filtrage. Donc, ça peut être des filtrages heuristiques ou basés sur des modèles. Donc, vous avez des filtres heuristiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les filtres qu'on a utilisés. Et des filtres basés sur la perplexité. Ensuite, une grande étape, c'est de dédupliquer les données. Donc, vu qu'on utilise des snapshots à différentes dates d'Internet, il peut y avoir des données qui sont dupliquées, même des sites web qui copie-collent un peu les mêmes informations. Et ça peut heurter justement l'apprentissage d'un LLM. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Donc, il y a un gros travail aussi de dédupliquer ces datasets pour les rendre de meilleure qualité. Et la dernière étape, c'est l'identification des données personnelles. Donc là, quand on parle de données personnelles, c'est les adresses mail et les adresses IP qui sont enlevées des datasets. Donc pour l'anglais, tout ce travail, il a été fait. Et dans FineWeb-Edu, il y a même un autre filtre qui a été appliqué pour se concentrer sur les données web qui sont plus à visée éducationnelle. Donc il y a un classifieur qui a été entraîné pour repérer les données à des fins éducationnelles et qui a été filtré. Donc c'est un grand travail qui a été fait. Malheureusement, ce travail n'existe pas pour le moment en tout cas, sur les données non anglaises, parce qu'un des premiers filtres qui a été fait dans FineWeb-Edu, c'est un filtre de langue pour récupérer que les données anglaises. Donc pour les données françaises, espagnoles, allemandes et italiennes, on a dû repartir d'autre part. Et pour ça, on a utilisé RedPagemin, qui est aussi extrait de Common Crawl. Et pourquoi on a utilisé RedPagemin? C'est qu'il y avait déjà un gros travail de labellisation, de métadata qui a été fait, et en particulier les calculs de signaux de qualité. Donc, par exemple, sur tous les signaux, toutes les heuristiques que je vous ai présentées, dont je vous parle, tout ça, c'est des choses qui ont déjà été faites, et on s'est basé sur ça pour filtrer le dataset et reprendre un peu la pipeline proposée par FineWeb-Edu. Ce qu'on a fait en plus, que ce soit sur les données anglaises ou non anglaises, c'est qu'on a récupéré les robots.txt des sites web. Donc pour chaque site web que vous avez un robot TXT qui existe, qui donne les droits ou pas à des bots, etc., de extraire les données de votre site web. Donc pour ça, on a été chercher les robots TXT des principales adresses URL, et on a un peu mis à jour ce filtre pour enlever les sites web qui n'autorisaient pas le bot de Common Crawl à utiliser cette page web. Donc dans un souci un peu de nettoyer et respecter les volontés des deux auteurs des pages web.
Une chose importante qui a été faite pendant la phase de pré-entraînement sur les données web, c'est que vu qu'on a des données qui viennent de snapshots de 2014 pour le français jusqu'à 2023, on a vu pendant la phase d'entraînement ces données dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire d'abord les données de l'année 2014, puis 2012, 2015, etc., jusqu'à 2023, pour s'assurer que le modèle voit les informations qui sont les plus à jour à la fin de l'entraînement et biaiser le modèle dans ce sens-là. Donc ça, c'est un peu le travail qu'on a fait pour les données web. Ce travail, on l'a aussi mené pour d'autres jeux de données dans notre dataset, parce qu'il y a, comme je le disais, beaucoup de données qui proviennent d'OCR, c'est-à-dire des documents PDF ou des images qui, donc un OCR, c'est un Optical Character Recognition, donc qui va transformer l'image en PDF en texte. Et selon la qualité du document de départ, ça peut entraîner plus ou moins d'erreurs. Donc il y a un nettoyage qui a été fait sur ces données-là et des nettoyages qu'on va continuer à faire pour les prochaines itérations du dataset. Donc, comme je disais, ce dataset, il est disponible sur Hugging Face. Ici, vous en avez un bref aperçu. Donc, vous avez beaucoup de métadata disponibles. Là, j'ai fait un petit snapshot de Red Pajama dont je viens de vous parler. Donc, vous avez, par exemple, la provenance des données, des URL, toutes ces métriques heuristiques, les qualifications qui étaient calculées par Red Pajama. Et le texte qui a été utilisé. Donc, je vois qu'il y a une question sur le chat sur la taille du corpus d'entraînement. Donc, quelqu'un a répondu 4,2 Tera. Ça doit être. Donc, une fois qu'on a collecté ce jeu de données, donc c'est les données qu'on va utiliser pour l'entraînement de Lucie. Mais on sait qu'il y a des données de plus ou moins bonne qualité selon les sources, et aussi qu'on veut plus ou moins pondérer les données selon leur qualité, aussi leur provenance de la langue, par exemple. Donc tout ça, ça a été des méthodes dites d'upsampling. Donc on va essayer de voir plusieurs fois les données pendant l'entraînement, des données qu'on sait de meilleure qualité, comme Wikipédia, par exemple, et moins celles qui peuvent être de qualité variable, même si on les a filtrées, nettoyées, comme les données web, où on a une grande quantité, on va les voir plus d'une fois. Et donc les proportions, une fois qu'on a fait cet upsampling, sont que par exemple, les données de français et d'anglais sont en proportion égale pendant la phase d'entraînement, donc elles représentent toutes les deux un tiers des données vues, et que, par exemple, le code représente 15% des données qui sont vues pendant la phase d'entraînement. Et oui, et donc le nombre de tokens que représente ce dataset repondéré, ça représente 3,1 trillions de tokens. Donc une fois qu'on a les données, maintenant on va s'intéresser à l'architecture du modèle. Donc qu'est-ce qui constitue Lucie? Donc il n'y a rien de vraiment nouveau dans l'architecture de Lucie, comme la plupart des modèles LLM qui sortent, c'est un modèle basé sur l'architecture transformer. Donc vous avez bien sûr plein de variantes de cette architecture. Ce que je peux vous dire, c'est donc c'est un modèle qui est décodeur only. Donc quand ça a été les premiers transformers qui ont été présentés, donc c'est dans Attention is all you need, je crois que c'est en 2015 ou quelque chose comme ça. Vous avez des architectures encodeur-décodeur. Ici, c'est du décodeur seulement, donc avec un masque causal, c'est-à-dire que le token, un token de votre séquence n'a accès, ne peut voir que les tokens qui le précèdent dans la phrase. Et la loss, donc ce que vous essayez d'optimiser quand vous entraînez les modèles un LLM dans la première phase,
donc 2017, excusez-moi pour le Attention is all you need, merci pour la correction. Ce que vous cherchez à optimiser, c'est la Next Token Prediction, c'est-à-dire que sachant mon contexte, j'essaie de prédire seulement le prochain token qui va être généré, et je fais ça pour tous les tokens de ma séquence. Donc, pour tout votre corpus, tout le corpus qu'on a collecté, à chaque fois, la tâche, c'est juste prédire le prochain token. Donc, token, ça peut être un bout de mot qu'on va prédire. Si je vais dans le détail un peu plus de l'architecture, donc on s'est basé sur l'architecture d'un Llama 3. Donc, comme tous les LLM, il y a plusieurs couches dans ce LLM. La première, c'est les tables d'embedding, donc qui vont convertir vos tokens qui sont des éléments discrets en un vecteur et qui va lui être traité par le modèle. Et donc là, vous avez un modèle à 32 couches, donc 32 couches qui sont formées de la même façon, qui sont la succession de ce qu'on appelle une couche de self-attention, où l'information peut passer entre tokens de la séquence, et une couche de feed-forward network, qui, comme on va le voir plus tard, va concentrer la plupart des paramètres de votre modèle. Et vous allez passer successivement dans toutes ces couches jusqu'à la sortie de votre modèle, qui va être une projection dans votre espace de vos tokens et à l'aide d'une softmax. Deux choses à noter peut-être sur cette architecture Llama 3. C'est qu'il y a l'usage dans ce bloc de self-attention de ce qu'on appelle le group query attention. Donc, dans ce qui était fait précédemment dans le multi-head attention, vous aviez, donc, comme vous voyez dans le graphique, votre représentation vectorielle de votre token, elle passe dans une couche qui est la self-attention et qui est projetée dans différents espaces qui donne une query, une key, une value. Dans les premières, dans multi-head attention, vous aviez pour chaque query une key, une value. Dans Group Query Attention, on a les values et les keys sont regroupés en groupes. Ça permet deux choses. Déjà, d'avoir un modèle qui est moins de paramètres sur ces couches de keys and values, tout simplement. Et à l'inférence, ce qui est intéressant, c'est que ces keys and ces values, ils vont aller dans vos caches. Vos caches vont être plus légers grâce à ça. Un autre aspect assez important sur lequel on reviendra dans les slides suivants, c'est le positional embedding qui est utilisé dans cette architecture. Donc, si vous reprenez les premières architectures, c'était des positional embedding dits absolus, absolute positional embedding. Donc, juste pour remettre le contexte, c'est qu'un transformer en soi est invariant dans l'ordre des tokens sur la séquence. Donc, si je ne donne pas de positional embedding, je pourrais mettre des tokens dans n'importe quel sens au masque causal d'après, et ma sortie serait la même. Donc, on est obligé d'introduire quelque chose pour spécifier de ce token, il est avant celui-là, il est après celui-là, il est à cette position-là, etc. Donc, ce qui était fait d'abord, c'était d'utiliser des positional embedding absolus, c'est-à-dire que votre représentation vectorielle de votre token, de votre mot, on va dire, on ajoutait une autre représentation qui était la représentation vectorielle de la position de la séquence. Donc j'avais, par exemple, si j'avais un modèle qui pouvait traiter 4000 4000 tokens, donc j'avais 4000 positions différentes et j'avais une représentation pour chaque position. Le problème de ce traitement-là des positional embedding, c'est que si vous voulez, une fois que vous en avez appris pour 4000, parce que tous ces embeddings sont appris pendant la phase d'entraînement, si vous voulez étendre votre contexte, vous êtes battu. Vous devez étendre votre contexte et réapprendre de nouveaux positional embedding.
Donc, ce qui a vu le jour après, c'est les Relative Positional Embedding, mais bon, il y a eu d'autres soucis avec cela. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est utilisé le plus souvent maintenant, c'est les Rotary Positional Embedding, qui sont, au lieu d'ajouter, comme je vous l'ai dit, un vecteur qui représente la position à votre token, ce que vous faites, c'est que vous appliquez une rotation une rotation de votre vecteur. Et cette rotation, son angle dépend de la position de votre token dans la séquence. En pratique, donc, si vous avez un vecteur de dimension d, vous allez faire d-2. Ah ouais, donc il me reste 10 minutes, il faut que j'aille vite. Rotation. Bon, je n'irai pas plus dans le détail. Bon, bref. Sur l'Europe, si vous voulez, on pourra discuter la question si ça vous intéresse. Quelques faits intéressants donc, sur les LLM, c'est que ces LLM, en fait, ce qu'on cherche à faire pendant la phase d'entraînement, c'est compresser un peu toutes les données qu'on lui donne dans l'entraînement et de créer une base de connaissances qui est une représentation du monde. Ces informations-là, bah, elles sont plutôt stockées dans le Feed-Forward Network. Et ce qu'on peut noter, c'est que ces blocs-là, ça représente environ 75% des poids de votre modèle. Et donc, ce qui est très important, ça va être des blocs d'attention pour que l'information circule entre les tokens, mais ce qui représente le plus de poids, c'est les Feed-Forward Network. Juste un petit mot juste sur la taille de notre vocabulaire, c'est aller de 65 000 tokens. Et donc la prochaine étape, une fois qu'on a un modèle, des données, un modèle, c'est d'avoir un tokenizer. C'est-à-dire que le tokenizer, c'est la première étape, c'est convertir votre texte en token. Et pour ça, vous devez apprendre un tokenizer qui respecte la distribution de vos données. Donc, c'est quelque chose qu'on a appris aussi à partir de nos données, sous-ensemble de nos données. Et ce que je peux vous dire, donc, c'est qu'on a choisi une taille de vocabulaire qui est de 65 000. Par exemple, Llama 3, c'est 128 000 tokens. Là, on a un modèle un peu plus réduit, ce qui explique qu'on n'a pas un 8B, mais on a plutôt un 6,7B. Et par exemple, comment il traite les digits, il va les splitter, si vous avez un nombre, il va splitter chaque chiffre, va représenter un token, etc. Et il y a des petites variantes qui sont appliquées à Lucie. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est intéressant pour en discuter dans les questions aussi. Donc là, par exemple, vous avez une phrase tokenisée par différents modèles qui, selon ces règles, va donner différents tokens. Donc ça peut être des bouts de mots ou différentes représentations. Donc là, c'est un peu sur ce graphique-là, ça représente la fertilité. Donc une fois que le tokenizer a été appris, comment après on regarde la qualité de son tokenizer, on peut utiliser la fertilité, c'est-à-dire c'est le nombre de tokens qu'il faut pour représenter un mot en moyenne. Donc, il faut savoir que sur les chiffres, comme je l'ai dit, un chiffre et un token, ça c'est une règle en dur. Donc, dès que vous allez avoir des chiffres, cette fertilité, elle va être pas super. Mais normalement, plus la fertilité, le nombre de tokens par mot est bas, mieux c'est. Mieux vous représentez vos données, sachant que les modèles qui ont un plus large vocabulaire vont être avantagés sur ces métriques-là. Donc, il vaut mieux se comparer à taille de vocabulaire égale. Mais tout ça pour dire que sur le français, sur l'anglais, le tokenizer de Lucie est plus adapté que certains autres tokens. Donc maintenant, je vais rentrer un peu dans les différentes phases d'entraînement par lesquelles on est passé pour entraîner Lucie. Et il y a 3 phases majeures dans le pré-entraînement. Il y a ce qu'on appelait la phase principale, donc c'est celle où on donne les 3,1 trillions de tokens au modèle et où on acquérit la connaissance du monde
et de notre dataset. Et ensuite, il y a deux autres phases qui sont la phase de context extension. Donc, pendant la première phase, on a choisi de fixer la taille du contexte, donc c'est le nombre de tokens dans la séquence, à 4096 tokens. Mais pour d'autres applications, on va vouloir en vouloir plus. Donc, on a utilisé cette technique pour étendre cette fenêtre à 32 000 tokens. Et la dernière phase, c'est une phase dite d'annealing, où le learning rate que vous utilisez est progressivement mis à zéro sur un jeu de données de plus haute qualité, où on a utilisé là 5 billions de tokens et on s'est plus focus sur des maths. Donc pour entraîner le modèle, comme l'a dit Jean-Pierre, on a utilisé le supercalculateur de Jean Zé. Tout le code il est disponible sur GitHub. Et donc la librairie qu'on a utilisée pour entraîner le modèle, c'est une branche de Megatron DeepSpeed. Il y a un micro ouvert. Attention, il y a un micro ouvert. Ensuite, je vais quand même continuer. Donc, on a utilisé donc pour l'extension de... Oui, donc cette phase-là, on a utilisé donc, à peu près 500 000 heures GPU, 512 GPU H100, et on a utilisé du parallélisme 3D. Donc c'est-à-dire que le modèle, il va être un peu saucissonné, que ce soit sur les différentes couches du modèle qui sont données à différents GPU et sur des multiplications tensorielles qui sont réparties aussi entre différents tensors, et vos données aussi. Vos batchs de données que vous voyez sont aussi répartis sur différentes GPU. Je passe donc à l'extension de contexte que je vous ai dit, c'est la deuxième phase. Donc c'est sur des nombres de données beaucoup plus réduits, où on essaie de passer de 4000 tokens à 32 000 tokens. Donc comment on fait ça? On a suivi un article Data Engineering for Scaling Language Models to 128K Context, et donc on a 5 billions de tokens, où ce qui est important, c'est de garder le même data mix, donc la même représentation des catégories que vous avez dans votre jeu de données, mais parmi ces sous-datasets, de voir plus souvent, donc de mettre le focus plus sur les documents qui sont plus longs que 4096 tokens. Et autre chose qui est importante, donc c'est pour ça que je vous présentais un peu le Rotary Positional Embedding un peu plus en détail, c'est un des paramètres de ce Rotary Positional Embedding, qui est le paramètre θ. Donc là, dans la formule que je vous ai montrée, il est à 10 000, donc il était à 500 000 au départ, et celui-là, on l'augmente jusqu'à 20 millions pendant la phase d'extension de contexte, et ça permet au modèle après de généraliser mieux sur des contextes plus hauts. Et comment on évalue ça? Donc, c'est une tâche dite de needle in a haystack, donc une aiguille dans une botte de foin. Je vais aller très vite. On cache une information dans un grand contexte qui est là pour vous divertir, vous distraire. Et on pose le modèle, on lui demande, est-ce que tu es capable de retrouver cette information parmi ce grand contexte? Et on teste différentes tailles de contexte, différentes profondeurs de là où on met l'aiguille dans notre contexte, et on évalue le modèle sur est-ce que tu es capable de retrouver cette information, oui ou non. Donc avant le contexte, il n'y arrive pas sur les contextes qui sont plus longs que 4096 tokens. Après la context extension, il y arrive bien. Sur l'annealing, donc là, c'est là où on a mis un focus plus sur des données de maths, parce que c'est quelque chose qui est un peu pêche sur le modèle, et une des critiques qui a eu aussi sur Lucie, c'est la qualité de Lucie sur les données de maths. Il y a une métrique d'évaluation qui est GC8K, qui permet d'évaluer un peu des grade school maths, du problème de maths. Sur cette métrique-là, donc c'est sur cette métrique-là qu'on a fait le focus pour la phase d'annealing. Donc, on a utilisé là aussi 5 billions de tokens, mais on a changé complètement le data mix, où on a fait un focus plus sur les données de maths. On a gardé des données multimodales,
et des données de flanc qui est un dataset templaté. Donc après cette phase d'annealing, ce qu'on a permis de faire, c'est d'augmenter les performances de Lucie sur ces tâches de maths, même si on va le voir, ça reste des chiffres qui sont pas extraordinaires. Donc, dans ce slide, je vais aller très vite, c'est juste des losses de convergence pendant l'entraînement. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que oui, il y a une décroissance, même quand c'est arrêté d'entraîner le modèle, ça continue à décroître. Ça bénéficierait de continuer l'entraînement. Mais bon, on a entraîné sur 3 trillions de tokens. Par comparaison, par exemple, un Llama 3, c'est 15 trillions de tokens qui vivent pendant l'entraînement. Et donc ici, vous avez l'évaluation de Lucie, donc du modèle fondation de Lucie, donc pas du modèle instruit, sur différentes benchmarks. Donc à gauche, vous avez des benchmarks anglaises, donc avec ce GSM 8K par exemple, MMLU, qui est peut-être la métrique la plus connue, Arc Challenge, etc. En bleu, vous avez la progression de Lucie pendant l'entraînement. Donc, quand on a entraîné Lucie, on a enregistré plusieurs checkpoints, donc plusieurs versions au fur et à mesure de l'entraînement, on les a évaluées. Ce qu'on peut voir, donc attention, l'échelle elle est logarithmique sur l'axe des abscisses, c'est que Lucie continue à apprendre et a une courbe d'apprentissage qui est logarithmique. Sur ces données-là. Vous avez plusieurs modèles qui sont comparés, Llama 3, Mistral, Bloom qui est aussi un modèle 7B multilingue, qui a été entraîné sur moins de tokens, donc 300 millions de tokens. Maintenant, on utilise vraiment plus de... Sur la loi de Chinchilla, on utilise vraiment plus de tokens pour entraîner les LLM en général que dans le passé. Et en rouge, vous avez Croissant LLM qui est un modèle aussi plus petit, donc 1,3 billion de paramètres, donc méfiez-vous de cette comparaison, mais qui est entraîné sur un mix de données qui ressemble au nôtre. Donc je ne vais pas rentrer malheureusement dans le détail peut-être de tous les benchmarks, parce qu'ils m'ont dit. Mais ce qu'on peut voir, c'est que sur les tâches en français, Lucie se comporte plutôt bien. Sur la multilingualité aussi qu'on peut vérifier. Et même si on est moins bon que Mistral ou Llama 3, en général, on voit que la direction sur l'apprentissage est la bonne. Et donc, je vois une question sur le SFT, le RL, etc. Ouais, juste je clôture peut-être en disant juste que on a fait une phase très légère d'instruction. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais juste un SFT pour la réponse. Alors, Olivier, je me permets, tu avais un slide super intéressant qui donnait. Alors, attends, tu as dit je clôture, mais c'est le slide 33, 34, 35. Tu pourrais faire un résumé. Ça vaut le coup que tu dises un mot, vraiment. Ce serait dommage que tu. 34, Ok. 35, par là. Tu pourrais dire le 34, feedback, quoi. je pense. Ah, sur les leçons? Oui, les leçons. Avant de conclure, il faut Ok. Ouais, Vas-y. Donc, juste pour dire que bon, ben, on est passé par plusieurs phases. On apprend aussi en même temps qu'on entraîne ces modèles-là. On est passé dans un peu des pièges, en particulier sur la conversion donc, de nos checkpoints de la librairie Megatron Transformer. Pendant longtemps, on avait des courbes d'évaluation qui étaient un peu plates. On se disait, bon, elle va apprendre, peut-être que ça va se rétablir, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes de compatibilité sur les librairies, donc des choses comme ça. Bon, je vous passe tous les détails. Grosso modo, ce que je peux dire sur la phase d'entraînement, c'est qu'il n'y a pas eu de soucis majeurs dans le sens où il n'y a pas eu d'instabilité, des choses comme ça. Sur la phase d'instruction aussi, on est tombé un peu dans des pièges bêtes. C'est qu'on a utilisé donc un template d'instruction qui est comme celui de Llama. Vous avez des tokens spéciaux que vous allez définir pour définir ce template. Et là, bon, ces tokens spéciaux, il y en a qui passent mal, surtout quand on regarde des modèles quantisés. Donc, vous avez une version quantisée du modèle.
donc qui est plus petite, que vous pouvez faire tourner sur Ollama, qui est disponible aussi sur Hugging Face. Ce que vous allez constater très rapidement, c'est que quand vous générez du texte, vous allez avoir des espaces en trop après les ponctuations. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait dans le tokenizer. Tout se passe bien si vous utilisez Hugging Face. Si vous utilisez Ollama, en fait, c'est des étapes de post-processing qui n'existent pas dans Ollama. Donc, il faudrait des choses à modifier sur ces choses-là. Et des choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on aurait aimé faire. Je vais en parler très rapidement, mais bon, comme je l'ai dit, avoir une meilleure qualité de dataset, ça c'est des choses qu'on va travailler dessus. Sur les données, quand vous créez vos batchs de données que vous allez donner au LLM, vous allez faire du packing, donc c'est-à-dire que je vais mettre le maximum d'exemples dans ma fenêtre, dans mon batch, et pour ça je vais concaténer des textes. Sauf que le problème, c'est que l'information d'un texte et d'un autre document un document peut en avoir un autre. Ce qu'on aurait aimé faire, c'est rajouter des masques qui interdisent ça pour avoir. On sait que c'est important, surtout dans les dernières phases de l'entraînement. Et surtout, bon, avoir peut-être plus de travail sur ces mix, faire plus d'ablation, etc. Et tout ça, ça va être dans les futures itérations. Et donc, je peux en parler vite fait des future work. Donc, il y a un gros travail qui commence parce que là, on est aux prémices vraiment de l'alignement du modèle. Donc, on a juste fait un supervised fine-tuning sur des jeux de données disponibles. Ça aussi, c'est un grand défi, c'est de trouver des données qui sont open source et qu'on peut redistribuer. Il y a beaucoup de données qui sont basées sur le ChatGPT. Et donc ça, on est au tout début de l'alignement du modèle. Je pense que c'est ça aussi qui a un peu pêché sur la réception du modèle par le grand public, qui s'attendait peut-être à avoir un ChatGPT, mais c'est pas un ChatGPT, c'est Lucie, c'est un 7B, et vraiment on est aux prémices de l'alignement. Ce qui nous intéresse d'explorer, ça va être tout ce qui est function calling, donc rendre le modèle capable d'utiliser des outils externes, donc que ce soit des calculateurs comme les outils de Wolfram Alpha ou des choses comme ça, et surtout que ce soit un modèle qui soit bon en retrieval augmented generation, donc qu'on puisse utiliser ce modèle pour des applications de RAG. Pour des entreprises. D'autres aspects qu'on va creuser, c'est la multimodalité. En particulier, ce qui nous intéresse à l'Inagora, c'est l'audio. Donc, pouvoir avoir une entrée qui soit de l'audio et une sortie qui soit du texte. Et ensuite, entraîner un modèle qui soit de plus petite taille et explorer de nouvelles architectures qui ne soient pas des transformers, donc des Mamba, des Titans plus récemment, des Griffin, etc. Et Ok, ça marche. J'ai fini. Oui, super. Oui, de toute façon, pour après des follow-up, c'est avec plaisir que vous reviendrez nous expliquer tout ça. Alors, je suis un peu inquiet. Il me dit qu'il me reste que 4 minutes sur la présentation. J'espère qu'on va pas être coupé. Alors, super, super rapide. Est-ce que je vais te donner des questions très rapidement et tu essayes de répondre en 30 secondes. Et les questions trop techniques, c'est pas grave. Vous contacterez par LinkedIn, etc. Alors, vraiment. Un petit peu au hasard, est-ce qu'il y aura un papier qui donnera plus de détails sur votre expérience, etc. Est-ce qu'il y aura un papier, review paper, etc. Oui. Pour faire court, oui. C'est pour bientôt. Super. Complètement dans le désordre, hein. Quel serait le coût de l'entraînement chez un cloud provider? Est-ce que tu as un ordre de grandeur? Non, mais c'est enfin les coûts annoncés par Jean-Zé équivalents à ce qu'on a utilisé sont de l'ordre de plusieurs millions d'euros. D'accord. Xiyang, vas-y, c'est à toi. Est-ce que tu as sélectionné des questions qui pourraient être traitées en quelques secondes? Est-ce que tu en vois? J'y vais poser ma question dans ces cas-là. Vas-y. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait après le pre-training? Il y a des procédures comme SFT ou RL?
Oui, donc ça, j'en ai parlé très, Euh, très rapidement. Oui, j'ai entendu très vite fait. Si. Oui, donc ouais, ça donc ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment notre proposition, c'est majoritairement un modèle fondation, Lucie 7B, un dataset que je vous ai présenté, et on a fait aussi, je dirais, deux démos de ce qu'on peut faire pour l'instruction. Donc on a fait un début d'instruction, enfin, d'alignement, et on a fait juste une étape de supervised fine-tuning sur des données, donc sur deux mix de données différents. C'est disponible aussi sur Hugging Face. Il y a un mix qui contient des données, juste des données open source et des données créées par des humains. Donc ça, c'est une version du modèle instruit. Et il y a un autre modèle instruit avec un plus large set de données qui contient par exemple OpenRMS, des données Alpaca générées par ChatGPT, etc. Donc ça, c'est disponible sur Hugging Face. Mais c'est vraiment les prémices. On n'a pas encore exploré tout ce qui est reinforcement learning, etc. euh, que les choses Ouais, soient c'est claires. des sujets qui sont Ok. voilà. Alors, toujours super rapidement, est-ce que vous avez, en un mot, est-ce que vous avez eu un problème particulier sur la grammaire? Je pense que c'est lié au. Il y a Oui, une oscillation à un moment. oui. Ah ouais, bon, En deux phrases. sur la grammaire, c'est juste que je pense que le benchmark, il y a de la variance, mais c'est aussi lié au jeu de données où il y a des données mal annotées, etc. Par exemple, des fois, vous avez des phrases à compléter avec deux trous dans votre phrase, et le modèle va mettre un slash avec la même chose dans les deux endroits. Enfin, il y a des problèmes plus dans le côté évaluation. Je pense qu'il explique un peu le bruit Ah que ouais, vous j'ai pouvez voir. compris. Concernant les données d'entraînement, avez-vous collaboré avec Playas, Playas.fr? Alors, on connaît très bien donc Anastasia et Pierre Carr, et, et par ailleurs, on a utilisé des données issues euh, de, du dataset D'accord. Common Campus. Common Corpus, sachant que ces données-là donc, sont des données OCRisées et qui nous ont donné un peu de fil à retordre, hein, parce que ce sont des données qui ont l'avantage d'être relativement anciennes, donc exemptes de droits d'auteur, mais un peu complexes parce que l'océanisation est assez mauvaise. Et Ok. donc, il y a pas mal de Alors, nettoyage à faire. Très rapidement. Oui. Alors, encore une fois, j'espère qu'on va pas être coupé brutalement, mais bon, allez, on y va. Pourquoi mettre du code dans Oui. les données? J'aime bien cette question. Oui. Pourquoi mettre du code Autant dans les pour moi. données sur un modèle de cette taille? Et c'était au tout début de votre présentation, Ouais, en une phrase. c'est une bonne question. Donc le but, c'est pas de faire un modèle qui fait du code, mais c'est plutôt qu'il y a des papiers qui montrent que ça peut aider au raisonnement. Donc on l'a fait dans cet esprit-là plutôt. Ah, ok, très bien, je D'accord. ne savais Oui. pas. C'était. Quelqu'un. Oui. Oui, chez Yang, vas-y. Commentaire, c'est la même raison que vous avez mis un peu de maths aussi, quoi. Hmm. Ouais, Ok. C'est bon à savoir, ça ouvre des perspectives. Mm. Le code rend intelligent. Donc, quelle capacité vous a été allouée sur Jean Zé? euh, qui nous a été alloué. Donc, le grand Oui, challenge, on a eu 900 000 heures de GPU H100. oui, j'ai Et vu puis, passer dans les slides qu'on n'a pas que tout vous avez. utilisé. D'accord. Qu'on n'a pas tout 900 000 heures. utilisé. Voilà. Mais, mais c'est ce qu'on a, c'est lors de ce grand challenge, c'est ce qui nous a été attribué, sachant qu'on a eu aussi des heures de CPU par ailleurs, notamment pour tout ce 900 000 qui heures est de H1, tokenisation. excuse-moi, quelqu'un demande. Tu parles du De H1, H1? ouais. 900 000 heures de H1. H100, Ok. de H100, H100. H100, oui, j'ai dit H1, pardon. Ouais, ouais, J'ai H100. oublié les zéros. H100, bien sûr, bien sûr. Alors, j'évite les questions. Si je vois qu'il reste quelques questions assez techniques. Ah oui, il y en a une qui est peut-être intéressante. Qu'est-ce qui a justifié, c'est au tout début, le choix de Falcon 7B pour l'entraînement de Claire? Il y a une justification en particulier ou... Oui, tout à fait. On avait donc évalué les modèles 7B au regard donc de notre besoin de compréhension de la langue française, puisque on voulait se baser sur un modèle qui était euh,
relativement performant sur le français, en tout cas le modèle qui aurait été le plus performant. Et à l'époque où on a fait ce test, c'était Falcon qui est arrivé devant. On avait comparé avec Mistral 7B, et puis il devait y avoir Lama 2 à l'époque, ou quelque chose comme ça. D'accord. En tout début, alors, excuse-moi, la question va te paraître naïve, mais pour ceux qui connaissent un peu moins les LLM que vous, tu as cité à 3-4 reprises modèle aligné, modèle aligné. Tu peux dire juste un mot sur modèle aligné? C'est ce Ouais, aligné, en fait. donc ouais, c'est juste dans les phases d'entraînement d'un LLM, il y a la phase du pré-entraînement. Donc c'est la première phase, c'est qui est la plus coûteuse en termes de données et de ressources. Et la deuxième phase, c'est une phase dite d'alignement. Donc il y a plusieurs étapes. Donc le supervised fine-tuning, enfin on va avoir des données, des datasets. Le but c'est d'aligner le modèle avec les préférences des utilisateurs et les tâches qu'utilisent les utilisateurs. Donc, elle est alignée par exemple, déjà au format de questions-réponses et ensuite alignée aux préférences, c'est-à-dire que pousser le modèle à répondre qu'il ne sait pas répondre s'il n'a pas l'information, ne pas utiliser pas répondre au contenu toxique, Oui, respecter, je sais pas, ok. les droits, Le etc. RLHF, quoi, en fait. Tout, Ouais, c'est ok. toute cette étape d'RLHF et Et ok, alors je vois qu'il reste, c'est bravo, exploit. On a quasiment pratiquement toutes les questions. Bravo pour ta rapidité dans la réponse. J'en vois encore deux. Pour la construction de votre tokenizer, pourriez-vous en parler un petit peu plus? Allez, en 2 phrases. Là, c'est quand même c'est assez technique, assez pointu. Je sais pas Euh, si tu peux en qu'est-ce deux que je peux phrases. rajouter Je sais pas. c'est ça, ouais, on a utilisé un sous-ensemble de nos données, donc de mémoire, il y a Wikipédia, Gutenberg, des jeux de données comme ça. Sur le choix peut-être de la taille du vocabulaire, 65 000, c'est un compromis qu'on a trouvé, qu'il y avait des papiers qui semblaient dire que c'était pour la taille d'un modèle, du modèle 7B, que c'était quelque chose d'assez bon. Et ce qui était important pour nous, pour l'entraînement de ce tokenizer, c'est qu'il soit bon pour les différentes langues. Donc d'avoir vraiment ce côté multilingue, qui ne soit pas performant qu'en français. Après, pour la construction, soit pour les choix qui ont été faits. Ok. C'est Non, la mais ça grande- me va, c'est parfait. Peut-être une dernière question. On a dit qu'on n'allait pas dépasser 8 heures, on a dépassé de 5 minutes. Mais ça va, c'est un exploit parce que vous avez vraiment été brillant. Qu'est-ce que la perplexité? Vous avez cité le terme à plusieurs reprises. Si tu peux dire un mot là-dessus. Ouais, alors la Perplexité. perplexité, donc qu'est-ce que la perplexité? Grosso modo, tu vas avoir c'est la probabilité un peu de ta phrase d'être crédible ou pas. Donc, comment on fait pour calculer la perplexité? En général, tu as un modèle qui a été pré-entraîné. Ici, quand on utilise la perplexité pour le filtrage, c'est qu'on a un modèle très léger qui est entraîné sur des données de bonne qualité, genre Wikipédia ou des choses comme ça, mais des modèles très légers qui ne sont pas des transformers ou des LLM. Et ça va nous donner, donc, vous avez là la probabilité de cette phrase d'être, d'apparaître ou pas. Donc, ce qui fait que les phrases, par exemple, qui ont beaucoup de répétitions dans une phrase qui répète le même mot en boucle, par exemple, va avoir une perplexité très très faible, entre 0 et 10, on va dire. Si, si vous avez une perplexité très haute, c'est de dire que votre texte est improbable. Donc, soit c'est dans la mauvaise langue, soit c'est du formatage qui est complètement faux. Par exemple, si vous avez des données OCR qui vous donnent n'importe quoi, vous allez avoir une perplexité qui est très très haute parce que ça ne représente pas la langue française, etc. Donc, filtrer sur la perplexité, c'est utiliser un autre modèle de taille beaucoup plus réduite pour attester de la qualité des données. C'est peut-être pas très D'accord. bien expliqué, mais c'est rapide. Non, mais ça ira, ça ira, pas de souci.
Peut-être alors, qu'est-ce que je sais pas. Il y a des décideurs. Une dernière question, pas du tout technique. On sort complètement de la technique. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, hein, mais c'est une question qui me vient à l'esprit comme ça. Il y a des décideurs politiques, je sais pas, des gens qui sont revenus vers vous pour voir je sais pas, vous soumettre des possibilités de rapprochement technique entre équipes, etc., etc. Étant donné qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de presse autour de... Vous voyez, ça a déclenché des choses intéressantes, je sais pas. Alors, bon, sur le bad buzz, on dit bad buzz, c'est tout de même un buzz. Bon, effectivement. Bon, nous, on est l'équipe scientifique et technique. Hein, donc, après, il y a la direction générale qui gère la barque avec les politiques et puis la stratégie long terme. Donc, a priori, on a eu, après toutes ces retombées négatives, on a eu pas mal de gens qui se sont rapprochés de nous pour dire que bien, ils étaient quand même intéressés par notre travail et, et que bon, on allait pouvoir faire des choses ensemble. Mais bon, après, si ta question apporte sur des rapprochements entre entreprises ou des choses comme ça, là, on n'est pas bien indiqué pour y répondre, je dirais. D'accord, ok. Avant de conclure, est-ce que, je sais pas, que ce soit Olivier, Jean-Pierre, Chuyang, vous voyez quelque chose à ajouter? Je vois que les slides sont déjà assez clairs. Quelques questions peuvent être déjà répondues par les slides, mais peut-être c'est parce qu'on est passé trop vite. Mais après, les slides sont partagés, vous pouvez retourner dans tous Oui, les tout cas. à fait. Et absolument, absolument. Bon, eh ben, Et par ailleurs, écoutez, donc, oui, vas-y. on partage donc un QR code qui vous permet d'aller vous inscrire sur le Discord de la communauté OpenAM France. Et là, vous pouvez venir poser toutes vos questions. Oui, Euh, il y aura bien des gens qui y répondront. Il y a beaucoup tout à fait. Je me suis voilà. inscrit d'ailleurs pendant que vous parliez tout à l'heure. Euh, Très bien. Eh ben, écoutez, Jean-Pierre, Olivier, je tiens à vous remercier pour cette présentation vraiment très intéressante, très dense, où on a balayé vraiment pas mal de choses. Encore une fois, merci. De toute façon, ce projet et tous vos autres projets à l'Inagora, c'est avec plaisir qu'on aimerait vous recevoir de nouveau pour que vous nous donniez un follow-up ensuite, peu importe que ce soit sur Lucie ou autre chose, parce que comme tu disais au tout début, Jean-Pierre, vous travaillez aussi sur plein d'autres choses. Donc voilà, je tiens à vous remercier. Merci Xiyang qui est Xiyang, donc pour ceux qui la connaissent pas, qui est la co-organisatrice du meet-up Paris Machine Learning. Qu'est-ce qu'il me reste à dire avant de conclure? Oui, bien sûr. Prochaine étape, le 5 mars. On va parler alors toujours d'open source. On va parler de la galaxie Scikit-learn. Évidemment, tout le monde connaît Scikit-learn. Sinon, voilà, Scikit-learn, c'est un peu la graine, l'étape zéro du machine learning. Mais Scikit-learn, depuis, il y a plein d'autres choses qui accompagnent Scikit-learn. On recevra Guillaume Lemaître qui travaille chez Probable. Et Guillaume Lemaître, donc, fait partie des contributeurs de Scikit-learn, et il va nous parler de tout un tas d'autres projets qui est dans cette galaxie de Scikit-learn et qui permet des projets open source, évidemment, et qui permettent d'automatiser tout un tas de tâches fastidieuses, que ce soit le pré-processing, le post-processing, des modèles de machine learning, feature engineering, model selection, et ainsi de suite. Et ça, ce sera le 5 mars. Donc, je vous invite tous, évidemment, à revenir le 5 mars, la semaine prochaine, pour pouvoir écouter Guillaume Lemaître. Voilà.
On a terminé. Donc, encore une fois, merci à Jean-Pierre Leray, Olivier Goubert pour cette magnifique présentation. On mettra les slides, on mettra tout sur le YouTube, comme d'habitude. Et ça vous permettra donc de pouvoir répondre aux quelques questions, mais je crois qu'on a quasiment fait le tour qui restait. Merci à tous et on se Merci voit la à semaine tous. Bonne journée. Bonne À soirée. bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir.